Bien que la référence à la famille engage en chacun de nous des associations très personnelles, multiples et contradictoires, plus ou moins agréables suivant les jours et les circonstances, elle me semble centrale en ce qui concerne la transmission, qui, à mon avis, est avant tout une affaire de famille, puisqu'elle évoque d'emblée la succession généalogique, l'inscription dans la filiation de toutes celles et tous ceux qui comptent pour nous parce qu'ils ont marqué et continuent de marquer notre parcours. En réfléchissant au thème de la journée qui nous rassemble aujourd'hui, je me suis surprise à me représenter toutes les personnes qui ont travaillé ou travaillent encore au Centre Binet comme les membres d'une sorte de famille, avec son histoire, ses codes, ses références théoriques, ses conflits. Famille qui constitue une enveloppe dans laquelle nous évoluons et avec laquelle nous entretenons des relations nécessairement ambivalentes. Il y a les différentes familles professionnelles qui constituent les équipes du centre, les médecins, les orthophonistes, les psychomotriciens, les assistantes sociales, les secrétaires, les psychologues. Il y a les familles qui viennent consulter pour un enfant, parfois pour plusieurs enfants, ces familles qui évoluent avec le contexte social, familles recomposées, monoparentales, homoparentales ou familles plus classiques. Et puis, il y a la fameuse famille Duplot, que chacun d'entre nous conserve pendant des années dans sa boîte de jeu et qui, elle, paradoxalement, évolue peu, le schéma père-mère-enfant restant de vigueur. Et pour finir, il y a la famille analytique, avec sa référence scandaleuse à la sexualité infantile et au mythe d'Oedipe, cette affaire de famille qui n'en finit pas de faire parler d'elle. Dans l'introduction du volume du Centre Binet intitulé « Transmission dans la psychanalyse de l'enfant », Laurent Danon-Boileau parle de l'esprit des lieux pour évoquer ce qui fait la singularité de ce que nous avons coutume d'appeler notre maison, implantée sur le secteur. Ici, nous appréhendons l'enfant tout à la fois dans sa réalité sociale, scolaire, familiale et dans sa réalité psychique, son fonctionnement, sa souffrance. Nous faisons dialoguer l'enfant et l'adulte, l'enfant dans l'adulte, et sommes attentifs à la voix de l'adulte dans l'enfant, l'un ne pouvant être pensé sans l'autre. Mais l'évocation de l'esprit des lieux m'a fait associer sur le fait que cette maison, habitée par des esprits bienveillants et attachants, peut tout aussi bien être hantée par des esprits encombrants, exigeants. On s'y sent à certains moments comme chez soi et à d'autres moments hors de chez soi. Mais chacun doit y trouver une place. Ça résonne, non ? Ça résonne un peu, oui. Je me mets comme ça ? Non, mais ça va, il a modifié là. Pour qu'une continuité psychique soit possible d'une génération à l'autre, nous dit Freud dans Totem et Tabou, il ne suffit pas d'hériter passivement du fonctionnement totémique. Il s'agit de s'approprier les deux interdits du meurtre et de l'inceste pour que ces lois soient effectives et transmissibles et nous placent dans une lignée symbolique. Sinon, rien ne pourrait s'inscrire et il faudrait que chaque génération répète indéfiniment le meurtre du père. Et Freud cite cette célèbre phrase de Goethe « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder ». Pour que notre héritage, fait des valeurs, des convictions, du savoir-faire de nos aînés, soit un terreau commun qui nourrisse nos échanges et nos réflexions, et non pas une transmission dogmatique, il est important que se mettent en jeu des identifications plurielles, hétéroclites, sur fond de perte et de renouvellement. Nous voyons que la transmission est une opération psychique complexe qui engage autant l'intersubjectif que l'intrasubjectif, c'est-à-dire le travail d'individuation. La première des transmissions est celle qui s'instaure entre la mère, ou le substitut maternel, et l'enfant, sachant que la fonction maternelle est nécessairement conflictualisée et triangulée, comme l'a écrit Gérard Sveck dans la suite des travaux de Michel Fin et Denise Braunschweig. Il faut que je me rapproche. Je crois qu'au fond, on ne t'entend pas bien. Il faut couper les autres micros, mais ils sont coupés. Tout va bien. La continuité psychique se construit donc
Ah non, alors attendez, j'ai raté un passage. La qualité des messages inconscients véhiculés par la mère au moment où elle s'occupe de son bébé va dépendre de sa capacité à contenir l'excitation générée par l'alternance entre investissement et désinvestissement. La continuité psychique se construit donc, paradoxalement, à partir d'une discontinuité supportable pour la mère et pour l'enfant. Une discontinuité qui n'est pas une rupture brutale, mais un désinvestissement progressif qui offre à l'enfant la possibilité d'organiser une échappée vers sa propre vie hallucinatoire, sa création de rêves et de fantasmes, et qui lui permet de mettre en place ses auto-érotismes. Une discontinuité qui laisse émerger entre la mère et l'enfant un espace tiers, transitionnel à la Winnicott, un espace de différenciation entre le moi et le non-moi, un jeu possible entre le familier et l'étranger, entre passivité et activité. C'est dans l'absence de l'objet que se forme la représentation de celui-ci, et c'est par l'acquisition de la négation que se construisent les premières relations objectales. En effet, l'angoisse de l'étranger et la capacité à dire non, deux opérations psychiques complexes, s'appuient sur une bonne capacité de refoulement et sont à l'origine de la subjectivation. Mais l'éloignement de l'objet, nécessaire à toute individuation, quand il est pris dans un environnement ou un événement traumatique, peut menacer le moi d'anéantissement ou de sidération. Si la déliaison domine et crée des ruptures de continuité, l'enfant n'aura alors pas d'autre recours que de s'accrocher au perceptif, à la motricité et aux mécanismes de répression des affects. Il sera dans l'incapacité d'élaborer le manque, de tolérer un écart entre lui et l'autre, deux conditions indispensables pour prendre et faire sien les messages transmis et pour développer son envie d'apprendre. C'est dans l'espace intime de la séance que va se rejouer la transmission inconsciente via la pensée associative et le transfert. Expérience de transmission par excellence et pourtant, par essence, intransmissible. Je cite Jean-Louis Baldacci. « Une analyse, ça ne se raconte pas. Certes, mais ça réapprend à parler, à formuler une parole dont la discontinuité, la ponctuation, renvoie aux bornes mêmes de la verbalisation, aux sources de la pensée. La méthode analytique qualifiée de déraisonnable par Jean-Luc Donnet dispose aussi des moyens de contrôler et de rendre intelligible la psychanalyse. C'est donc l'appui sur la méthode qui va constituer le soubassement, le début de tout notre parcours théorico-pratique. J'ai eu l'occasion de travailler récemment sur le rapport intitulé « Étude des fantasmes chez l'enfant », écrit par Serge Lebovici et René Dyadkine en 1954, dans lequel ils déploient les bases de la psychanalyse de l'enfant en France. Pour eux, l'objet de la cure n'était pas de modifier les fantasmes inconscients, comme le préconisait Mélanie Klein, mais de réduire leur impact sur les investissements du moi. Et cela en organisant dans la relation transférentielle les fantaisies conscientes exprimées par l'enfant. D'ailleurs, ces deux jeunes analystes faisaient preuve d'une grande liberté analytique et d'une audace dans leurs interprétations qu'il nous faudrait peut-être parfois retrouver aujourd'hui. Mais c'est une vaste question. Je me souviens de ce jour où, dans un séminaire, René Dyadkine, avec l'œil malicieux qui le caractérisait, avait fait référence à Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Je pense qu'il était touché par cet enfant intrépide, effronté, qui jure sans cesse, est curieuse de tout, qui échappe à l'adulte, qui l'encombre avec ses désirs, son énergie, sa franchise sur le sens de la vie et de la mort, et qui veut obtenir des réponses, entre autres, sur l'homosexualité de son oncle Gabriel. Elle dit l'homosexualité. Mais les adultes lui rétorquent souvent « Oh, tu me fatigues les méninges, c'est pas des questions tout ça !» Ce à quoi Zazie réplique « Si, ce sont des questions, seulement c'est des questions auxquelles vous ne savez pas répondre. » Zazie a passé 3 jours à Paris pendant que sa mère passait du bon temps avec son amant. Elle, qui n'avait qu'un rêve, prendre le métro, a dû y renoncer en raison d'une grève
et de ce fait a vécu avec son oncle Gabriel tout un tas d'aventures, les plus burlesques les unes que les autres. Quand elle retrouve sa mère lui demande « Alors, est-ce que tu as pris le métro ?»« Non, dit Zazie. »« Alors, qu'as-tu fait ?» dit la mère. Zazie lui répond « J'ai vieilli. » C'est cela la psychanalyse, nous a dit René Dyadkine. Un temps de maturation, un temps d'élaboration. Et j'ajouterais un temps en dehors de la mère qui permette de renoncer à son idéal et laisse émerger l'imprévu des associations libres dans les jeux, les dessins, les rêves. René Dyadkine aimait à surprendre l'enfant par ses interventions brèves et très ajustées et en retour se laisser surprendre par la créativité et l'intelligence de l'enfant. Il avait à cœur d'entrer en relation avec la partie secrète du moi de l'enfant, disait-il, partie à laquelle personne ne prête attention et qui cherche à s'exprimer malgré le silence. René Dyadkine montrait à l'enfant ou à l'adolescent combien il s'intéressait à lui parce qu'il pensait qu'un enfant est renforcé dans ses capacités d'élaboration et son narcissisme quand ce qu'il fait ou dit fait penser l'adulte. Et Dyadkine disait « Quand tu dessines, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, quand tu dis ceci ou cela, tu vois, ça me fait penser à... » Dans cette rencontre entre un enfant et un adulte qui convoque peur et séduction, il y a des moments de dissonance et des moments d'harmonie. Dans les moments d'harmonie se passent des choses bien au-delà de ce qu'il s'est réellement passé. C'est-à-dire que tout peut être ce que cela semble être et en même temps son contraire. Une bienveillance peut devenir une menace, un plaisir à jouer, une intrusion, une compréhension, une emprise, un confort dans la relation, une routine. René Dyadkine nous a appris à maintenir dans notre écoute déséquilibre et retournement. L'analyste d'enfants et d'adolescents instaure un cadre dans lequel il invente, psychodramatise. Il observe l'enfant dans ses productions. Il se soumet à la répétition, à l'ennui. Il s'étaye sur le matériel au plus proche des mots exprimés. Lisa Rézaré insistait sur l'importance du rôle économique de nos interventions. Je la cite. « Quand toute parole de l'analyste a un effet excitant, le silence s'impose. Et ce n'est que quand la répétition a été suffisamment expérimentée qu'un dialogue a une chance de s'instaurer. » L'analyste manie le rythme entre silence et intervention. Il parle en second, cherche à ne pas être intrusif, à ne pas imposer une logique qui n'est pas celle de l'enfant. Et il veille à ce que le statut de la parole émise par l'enfant reste dans le registre de la symbolisation et ne bascule pas dans le registre de l'agir de parole, c'est-à-dire une parole qui n'est plus du jeu, mais qui prend la personne de l'analyste directement pour cible. Il fait des liens entre deux événements, deux temps qui n'ont pas de lien en apparence, ou propose une construction qui n'a rien à voir avec une quelconque vérité anamnestique, mais qui invente avec l'enfant un nouveau roman familial. L'analyste s'interroge régulièrement sur la bonne distance et sur le bien fondé de son engagement corporel auprès de l'enfant, engagement qui doit toujours rester au service du travail de symbolisation. Le jeu, le dessin, vectorisent la quantité d'excitation quand ils répondent à un travail de désexualisation, à un travail culturel qui ouvre la voie aux sublimations, comme l'a écrit Nora Kurtz. L'analyste est le support des projections inconscientes du patient. Alors, pour rester disponible et libre dans son écoute, il doit opérer une désaisie par le travail d'interprétation. Une désaisie de tout ce par quoi il est traversé, de tout ce que lui fait vivre le patient, que l'on appelle contre-transfert et dont une bonne partie reste inconsciente. L'enfant a des variations de registre importantes. Il passe rapidement d'un jeu à l'autre, du verbal à l'agir. C'est donc le plus souvent dans l'enchaînement des événements de la séance que dans le contenu même des scènes mises en jeu que va se dégager le contenu interprétatif. L'intervention, qui peut prendre valeur d'interprétation, se fera le plus souvent à travers le jeu, parce que c'est dans le jeu que la parole de l'adulte pourra être le mieux reçue ou rejetée par l'enfant. Et il est important de toujours se demander si le patient est en situation de recevoir la parole de l'adulte. Michel Audy nous dit
que c'est ce qui suit l'intervention de l'analyste, que ce soit une association, un silence, une opposition, un effet positif ou négatif, ce qu'il nomme l'indexation, qui va donner les indications et l'après-coup du processus. Mais bien souvent, nous avons affaire à des patients chez qui la fragilité narcissique et les défenses antitraumatiques sont au premier plan. C'est pourquoi l'analyste apprend à être prudent. Quand un enfant supporte mal notre discontinuité d'investissement, nos échappées vers nos pensées intérieures, quand un patient surinvestit la parole et que son débit associatif devient excitant, quand un patient nous capte et impose une emprise sur notre psychisme, quand il s'agite, tape, casse, crée le chaos, attaque le cadre, quand s'impose une répétition mortifère, il nous faudra alors ménager les défenses du moi, adopter une gestion souple du silence et de la frustration, accueillir le transfert négatif dans sa composante structurante, car la destructivité peut être œuvre de survie psychique, nous dit Nathalie Salzman. Il nous faudra prêter notre préconscient pour que le patient s'identifie à notre fonctionnement et puisse créer un objet interne fiable. Une autre raison qui pousse l'analyste d'enfant à la prudence est la réalité familiale de l'enfant, le degré de tolérance parentale à supporter le travail thérapeutique, les irrégularités, les absences, les ruptures brutales qui reflètent le transfert négatif des parents. Les résistances de l'enfant et celles des parents, entremêlées, dialoguent bien entendu avec les résistances de l'analyste. Alors toutes ces considérations techniques que je viens de vous exposer, on me les a transmises. Je me les suis appropriées au fur et à mesure des années, grâce aux enfants, adolescents et leurs parents que j'ai rencontrés. Grâce à ces moments presque magiques où quelque chose passe, se passe dans la séance, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Grâce au plaisir que j'ai éprouvé de voir un enfant souffrant se déployer et retrouver son souffle. Alors, j'essaye de les transmettre à mon tour. Sorte d'idéal thérapeutique qui ne vaut que parce que chaque situation particulière vient le bousculer et le remettre en question. Au sujet de l'idéal, il y a des points de discussion ici au centre qui traversent les années et continueront à le faire. Par exemple, je vous en livre 4, mais la liste pourrait être plus longue. Première, une vraie thérapie est une thérapie à plusieurs séances par semaine. Et pourtant, nous savons tous que le processus ne peut être conditionné uniquement au nombre de séances. Un bon scénario, avec scène primitive et angoisse de castration, vaut mieux qu'un jeu de société répétitif et ennuyeux. Alors même qu'à l'âge de latence, le jeu de société peut être un aménagement nécessaire à l'enfant pour l'aider à supporter les montées pulsionnelles. Les dessins d'enfants doivent être gardés précieusement dans un dossier, protégés comme un trésor et placés sur le bureau sous le nez de l'enfant. Alors qu'un dessin pourrait être traité comme un récit de rêve qui s'efface et se refoule. De plus, il est parfois important de laisser un enfant modifier, attaquer, déchirer, jeter ses dessins, voire même le laisser l'emmener avec lui, nous déposséder de sa production au profit de ses parents. Et 4e, moins on voit les parents, mieux on protège le cadre. Alors même qu'il me semble difficile de travailler avec l'enfant si on ne se frotte pas à la réalité anxiogène et pathologique du contexte familial. Autant d'aménagements que chaque thérapeute doit apporter à son cadre, son matériel, pour trouver son propre style, et qui renvoie au mot « transmettre », qui signifie à la fois une continuité, un passage de relais, et une discontinuité, un changement, une transformation, un au-delà, un en plus. Autant de savoir-faire et de savoir-penser qui s'apprennent et se transmettent dans les supervisions, les consultations télévisées, les séminaires, les réunions d'équipe, lieux de travail et d'apprentissage qui assurent la continuité et la cohérence des différents espaces de soins apportés aux patients.
Comme je le disais au début de ma réflexion, transmettre renvoie toujours à l'absence et à l'écart entre deux personnes. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce qu'Emmanuel Jacobi, ancien collègue de Binet, avait pour coutume de dire, je le cite, « La transmission entre nous, entre collègues, c'est comme ce que raconte un parent à la fin de la journée aux parents qui étaient absents. L'un raconte avec fierté, parfois colère, inquiétude, étonnement ou découragement ce qu'a fait l'enfant, et l'autre réussit ou non à s'en emparer et à l'enrichir. Ces moments d'échange plus ou moins formalisés entre collègues mettent en relief les conflits, les rivalités autour d'une famille, les différences d'appréhension des difficultés de l'enfant, les différentes places que l'enfant a attribuées aux soignants, les mécanismes de clivage, de déni, et obligent le consultant, l'orthophoniste, le thérapeute à nommer, à se représenter, à élaborer. Parler de sa clinique est difficile. Il est difficile de faire d'une séance individuelle ou d'une séance de groupe un événement partageable. Mais cela occasionne souvent un mouvement processuel dans la cure qui a été l'objet d'une réflexion commune. C'est pour cela que le fait de transmettre peut être en soi thérapeutique pour l'enfant et pour l'adulte. La transmission est un processus mutuel, infini, continu et discontinu qui assure un devenir. Chaque patient, chaque supervisé, chaque échange avec des collègues nous apprend sur notre pratique, mais aussi et peut-être surtout sur nous-mêmes. Pour conclure, la psychanalyse est vivante et à ce titre, elle est incomplète, dynamique, attaquable et mortelle. Alors il est indispensable de faire circuler la parole, de laisser émerger nos idées, d'inventer de nouveaux concepts, d'interroger nos limites, de réfléchir à nos cadres, nos critères de formation, sans jamais perdre de vue nos fondamentaux qui sont la métapsychologie freudienne et le temps de l'analyse. Je pense que la psychanalyse continuera son chemin uniquement si elle se réajuste au contexte plus ou moins favorable dans lesquels elle évolue. Resterons-nous accrochés de façon défensive à des ritualisations et à des théorisations rassurantes, mais parfois inappropriées? Saurons-nous instaurer un dialogue transversal avec d'autres disciplines? Saurons-nous nous adapter aux nouvelles problématiques portées par la société actuelle qui nous bousculent, nous décalent? Je pense par exemple à tous les nouveaux usages des réseaux sociaux, aux séances à distance imposées pendant les confinements et qui se sont avérées profitables dans certaines situations, ou bien aux questions de genre qui se déversent dans nos consultations et auxquelles nous avons à répondre avec nos outils, que sont la bisexualité psychique et la différence des sexes. Pour que nous restions libres et créatifs dans notre écoute, il nous faut prendre le risque d'apprendre et de désapprendre dans le même temps. Je vais finir en citant Rainer Maria Rilke, membre d'une autre famille, la famille littéraire, qu'il est très important pour moi d'inviter aujourd'hui à notre table. L'auteur s'adresse à un jeune poète, à qui il tente de transmettre son art de la poésie. Je le cite. « Vous êtes si jeune, si neuf devant les choses que je voudrais vous prier, autant que je sais le faire, d'être patient en face de tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, comme une pièce qui vous serait fermée, comme un livre écrit dans une langue étrangère. Ne cherchez pas pour le moment des réponses qui ne peuvent vous être apportées parce que vous ne sauriez les vivre. Et il s'agit précisément de tout vivre. Ne vivez pour l'instant que vos questions. Peut-être simplement, en les vivant, finirez-vous par entrer insensiblement un jour dans les réponses. Je vous remercie.